Bonjour à tous. Dans le cadre de l'enseignement du module de pédiatrie, je partage avec vous ce cours sur la diététique du nourrisson que j'aborde en 3 vidéos. Une première vidéo destinée aux bases physiologiques de l'alimentation du nourrisson, une deuxième vidéo pour l'allaitement maternel, une troisième vidéo pour l'allaitement artificiel et la diversification alimentaire. Je commence par les objectifs à atteindre vers la fin du cours. Pour l'étudiant, il doit connaître les bases physiologiques de l'alimentation. Il doit identifier les avantages de l'allaitement maternel pour réussir sa bonne pratique. Il doit apprendre les principes de la diversification alimentaire. La diététique du nourrisson représente une science appliquée ayant pour but l'alimentation adéquate du nourrisson. Pourquoi doit-on alimenter convenablement le nourrisson, vu sa sensibilité à cet âge aux écarts alimentaires, que ce soit par excès avec un risque de surcharge pondérale et donc d'obésité, ou bien par défaut avec un risque de malnutrition protéino-énergétique? Parce que ces facteurs nutritionnels influencent largement la qualité de croissance de l'enfant, surtout durant les 2 premières années de sa vie. D'autre part, vu la nécessité de couvrir les dépenses énergétiques du bébé afin de lui assurer une bonne croissance. Donc, l'appréhension de la bonne application de la diététique permet d'avoir une croissance optimale. Alors, je commence par les bases physiologiques de l'alimentation avant d'entamer la diététique proprement dite. Pour les bases physiologiques de l'alimentation, on a 2 entités principales qui sont les besoins nutritionnels du bébé et ses aptitudes nutritionnelles. Commençons par les besoins nutritionnels du bébé qui se définissent comme étant l'apport alimentaire adéquat qui sert à assurer une bonne santé pour le bébé. Il n'est pas fixe, il varie entre un minimum et un maximum. Donc, il y a une moyenne à donner au bébé. Il y a une différence entre besoins nutritionnels et apport nutritionnel moyen. On doit essayer au maximum de respecter ces besoins nutritionnels selon plusieurs facteurs qu'on va voir. Ces besoins nutritionnels sont représentés par les besoins énergétiques, protéiques, lipidiques, glucidiques, hydriques, etc. Pour les aptitudes du nourrisson, sont représentés par ses capacités à recevoir telle ou telle quantité d'aliments, ses capacités à recevoir telle ou telle qualité d'aliments. C'est très important de respecter le stade de développement psychomoteur du bébé. On doit lui donner l'aliment qui correspond à son développement psychomoteur. On doit respecter la qualité de maturation de son système digestif. Donc, on respecte, que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif, le développement de son système digestif. Et on doit respecter aussi la qualité de maturation métabolique telle par exemple la présence ou non de l'amylase, de la lipase, la qualité d'épuration rénale, etc. Ces besoins nutritionnels assurent les apports liés à l'activité physique, liés aux processus vitaux et à la thermorégulation, liés à la croissance en assurant les apports plastiques ou bien de construction et liés aussi à la maintenance et au renouvellement cellulaire. Plusieurs facteurs peuvent influencer les besoins nutritionnels du nourrisson. Citant l'âge, les besoins nutritionnels varient selon l'âge. Même pour le nouveau-né, par exemple, en présence d'un nouveau-né né à terme et d'un nouveau-né prématuré, le prématuré nécessite plus d'apport énergétique, donc plus d'apport protéique, surtout par rapport à un nouveau-né né à terme. Un enfant en âge préscolaire nécessite moins d'énergie par rapport à un enfant en phase de croissance pubertaire. Deuxième facteur influençant est la vitesse de croissance. L'enfant suit 3 phases de croissance et chaque phase de croissance se caractérise par sa vitesse de croissance. En présence d'une croissance accélérée, les besoins nutritionnels sont plus importants et donc l'apport nutritionnel moyen à donner aux enfants sera plus important. Pour l'activité physique, un enfant sportif ou un enfant très hyperactif nécessite plus d'énergie par rapport à un enfant qui ne bouge pas trop. Les caractères génétiques et surtout pour l'appétit de l'enfant, il y a pas mal de troubles de l'appétit déterminés génétiquement. Il y a des enfants qui sont anorexiques, d'autres qui sont polyphagiques et donc ça altère la qualité des apports nutritionnels moyens. Donc les besoins nutritionnels donc changent. Pour les habitudes alimentaires familiaux, ça peut altérer aussi la qualité des apports nutritionnels moyens.
en présence par exemple selon le nombre de repas, selon la qualité du repas et selon le grignotage ou non entre les repas. Pour l'environnement de l'enfant, un environnement en matière de diététique pédiatrique, on essaye toujours de respecter ou bien d'avoir un environnement favorable pour assurer convenablement l'alimentation des nourrissons en présence d'une perturbation de l'environnement et surtout les conflits familiaux. Ça va perturber la relation mère-enfant et ça va donc retentir sur la qualité de l'apport nutritionnel moyen du bébé. Alors, pour ces besoins nutritionnels, je commence par les besoins énergétiques. Les besoins énergétiques varient selon l'âge et la croissance. Vous voyez, durant les 3 premiers mois, les besoins sont à raison de 120 kilocalories par kilo par jour. Et vers l'âge de 12 à 24 mois, ces besoins sont à raison de 100 kilocalories par kilo par jour. On doit répartir ces besoins énergétiques en glucides, lipides, protéines selon les pourcentages suivants. 50 à 55% de glucides parce que les glucides représentent la première source énergétique pour le bébé. 30 à 35% de lipides, on doit éviter l'excès de lipides qui n'est pas bon pour le bébé. Et 10 à 15% de protéines. Pour les besoins en protéines, alors avant de commencer cette partie-là, j'insiste toujours en matière de diététique du nourrisson de respecter ce qu'on appelle la quantité et la qualité d'aliments. Donc, pas seulement la quantité, c'est-à-dire le nombre de grammes à donner dans ce repas ou bien dans ce biberon, on insiste aussi sur la qualité des protéines, la qualité des lipides, la qualité des glucides à donner au bébé. Les protéines jouent un rôle plastique ou bien de construction, un rôle de défense de l'organisme par l'intermédiaire de la construction des facteurs de l'immunité. C'est une source d'énergie mais également d'azote. La quantité à donner est dépendante de l'âge de l'enfant. Vous voyez par exemple pour le prématuré, il nécessite plus de protéines par rapport au nouveau-né, par rapport au jeune nourrisson, à raison de 3,5 grammes par kilo et par jour. Les besoins sont de 2 grammes par kilo par jour pour le nouveau-né et de 1 à 1,5 grammes par kilo par jour vers l'âge de 12 mois. Alors, sur le plan qualitatif, on doit choisir les protéines de meilleure qualité, qui sont les protéines les mieux digestibles, les protéines qui contiennent plus d'acides aminés indispensables et les protéines qui ont l'UPN, la meilleure UPN. L'UPN, c'est l'utilisation protéique nette qui se définit comme étant l'azote retenu sur azote ingéré fois 100. Que l'UPN des protéines animales est supérieure à celle des protéines végétales. Vous voyez l'UPN du lait maternel, elle est excellente, c'est-à-dire les protéines présentes dans le lait maternel sont utilisées presque à 100%, à 90%. L'UPN de l'œuf, elle est à 100%. L'UPN du lait de vache à 75%. Vous voyez, pour les protéines d'origine végétale, l'UPN, elle est aux alentours de 55%. Pour les besoins en glucides, les glucides représentent la première source énergétique pour le nourrisson, mais aussi c'est une forme de réserve hépatique sous forme de glycogène. L'origine des glucides est représentée par le lait, que ce soit le lait maternel ou bien le lait artificiel, les farineux et les différents féculents. Sur le plan quantitatif, le bébé a besoin de 10 à 12 grammes par kilo par jour. Sur le plan qualitatif, on doit apporter au nourrisson le lactose, que représente le sucre de base essentiel du lait maternel. Le lactose est très important dans l'alimentation du nourrisson parce que le lactose contient du galactose et le galactose joue un rôle majeur dans la maturation et la construction neuronale et donc une meilleure qualité de développement cérébral. Le saccharose, deuxième type de sucre qui était auparavant le sucre essentiel du lait artificiel dans les années précédentes. Maintenant, tous les laits artificiels sont sucrés ou lactose. Le saccharose est incriminé dans l'obésité infantile et dans la cariogénèse précoce. Troisième source des glucides est représentée par l'amidon des farineux. L'amidon des farineux n'est pas autorisé avant l'âge de 3 mois vu l'activité amylasique immature et pour cette raison on doit diversifier à partir de l'âge de 4 mois révolus et plus, éviter l'introduction de tout produit farineux avant cet âge.
Pour les lipides jouent un rôle important d'énergie. Après, la première source énergétique qui est représentée par les glucides, rôle de réserve, rôle plastique ou de construction, surtout pour le système nerveux, rôle de transport des vitamines liposolubles, ADEC, vitamines A, D, E et K, et rôle de satiété pour le bébé. Sur le plan quantitatif, on doit assurer au nourrissant 3 à 4 grammes par kilo par jour de lipides dans son repas. Et sur le plan qualitatif, on doit donner au bébé les deux acides gras insaturés essentiels qui sont l'acide linoléique et l'acide linolénique qui sont principaux pour la construction des membranes cellulaires dans la fabrication de beaucoup d'enzymes de lipoprotéines qui sont très importants pour la maturation cérébrale, la maturation du cerveau et cet apport doit représenter au moins 4 à 5% de la ration calorique globale, jamais moins de 1%. On va voir tous ces avantages dans le lait maternel ultérieurement. Alors, il faut éviter chez le bébé, surtout vers l'âge de la diversification alimentaire, l'excès de lipides parce que ça risque d'entraîner un vieillissement cellulaire et donc ça accélère la mort cellulaire chez le bébé. Alors pour les sels minéraux, généralement l'apport donc que ce soit par allaitement maternel, artificiel, ou bien après diversification, les quantités présentes dans ces différents aliments sont largement suffisantes pour couvrir ces besoins qui sont minimes. Alors pour le calcium, les besoins sont à raison de 400 à 500 mg par jour. Pour le phosphore, à raison de 130 mg par jour, généralement assuré par le lait maternel ou bien le lait artificiel. Pour les oligo-éléments, concernant le fer, le bébé, durant les 4 premiers mois, il a ses réserves d'origine maternelle constituées durant le 3e trimestre de grossesse. Et pour cette raison, on doit prendre en charge toute anémie carentielle chez la femme enceinte afin d'assurer ses réserves aussi au fœtus. Entre 4 mois et 1 an, il a besoin de 3 à 10 mg par jour. Cependant, uniquement à peu près un tiers de cette quantité donnée est absorbé au niveau intestinal, sauf pour le lait maternel. Et le fer présent dans le lait maternel a une absorption meilleure qui est plus importante vu la présence de cette lactoferrine. On va voir tout ça après durant le chapitre allaitement maternel. Pour le zinc, l'iode et les autres oligo-éléments, généralement les besoins sont minimes et sont largement assurés par le lait maternel. Pour les vitamines, on doit apporter dans l'alimentation du nourrisson les vitamines essentielles pour sa bonne santé. Toutes les vitamines sont très importantes dans l'alimentation du nourrisson et je vais vous citer ici quelques vitamines principales. Commençons par la vitamine C. Comme vous connaissez tous, la vitamine C prévient le scorbut. Sa source est représentée par les fruits et légumes frais, surtout le lait maternel. Cependant, le lait de vache il est très pauvre en vitamine C. C'est une vitamine qui est très thermosensible, donc elle est sensible à la chaleur. Elle doit être apportée entre les repas parce qu'elle est détruite par les enzymes digestives. Ses besoins sont à raison de 30 à 50 microgrammes par kilo par jour et c'est l'équivalent d'une cuillère à café par mois d'âge par jour. Auparavant, en matière des bases de la diététique infantile, on supplémentait systématiquement les nourrissons à partir de l'âge de 1 mois par la vitamine C sous forme de jus d'orange ou bien jus de tomate à raison d'une cuillère à café par mois d'âge par jour. Mais actuellement, selon les dernières recommandations, en matière de diététique du nourrisson, la supplémentation en vitamine C n'est pas systématique dès l'âge de 1 mois. On l'introduit à partir de l'âge de la diversification avec les autres aliments sous forme de jus de fruits à partir de l'âge de 4 à 5 mois révolus. Pour la vitamine D, elle prévient le rachitisme carentiel. On la trouve dans le lait maternel, dans le lait de vache et les besoins sont à raison de 1200 unités par jour. Cependant, pour prévenir le rachitisme, on doit supplémenter tous les nourrissons obligatoirement par la vitamine D3, une ampoule à l'âge de 1 mois, une ampoule à l'âge de 6 mois.
Comme vous savez, la synthèse de la vitamine D se fait au niveau de la peau sous l'effet des ultraviolets. Donc, en cas de non-exposition au soleil, surtout durant l'hiver, on pourra rajouter de supplémentation en vitamine D3 selon le contexte et selon l'âge de bébé. La vitamine E, elle prévient l'anémie hémolytique du nouveau-né par carence en vitamine E. Le lait maternel, il est très riche en vitamine E. Il couvre largement ses besoins. Pour la vitamine K, elle prévient la maladie hémorragique du nouveau-né. Le lait maternel contient une faible quantité, le lait de vache et les pauvres en vitamine K. Et pour cette raison, on doit supplémenter tous les nouveau-nés à la naissance par cette vitamine à raison de 2 mg par once en cas de disponibilité des gouttes, sinon à raison de 1 mg par voie intramusculaire. Pour les besoins hydriques, l'apport doit compenser les pertes par urine, transpiration, respiration, sel, eau nécessaires à la croissance. En moyenne, on doit assurer aux nourrissons 100 à 150 ml par kilo par jour, mais en cas de troubles digestifs associés, par exemple des vomissements ou bien syndrome d'Eric, on doit bien sûr corriger les pertes digestives associées. En cas d'osmolarité alimentaire peu importante, car de l'allaitement maternel, il n'est pas nécessaire de supplémenter en eau, même en climat chaud, sauf ces troubles digestifs, parce que le lait maternel est très riche en eau et couvre largement ses besoins hydriques chez le nourrisson, bien sûr en cas d'allaitement maternel correct, avec plusieurs tétées par jour, c'est-à-dire tétées à la demande et tout. Mais en cas d'allaitement maternel qui est insuffisant, avec allaitement artificiel associé, donc ce qu'on appelle l'allaitement maternel avec complément. Dans ce cas-là, surtout durant la saison chaude, on doit supplémenter en eau. Passons à la deuxième entité en matière de base physiologique de l'alimentation du nourrisson qui est représentée par les aptitudes du nourrisson. C'est vrai, on doit prendre en considération les besoins alimentaires ou bien les besoins nutritionnels du bébé selon les facteurs déjà suscités. Et on doit insister sur la quantité et la qualité à donner pour chaque nutriment. Mais deuxième entité à considérer sont les capacités de ce nourrisson à recevoir telle ou telle quantité, surtout telle ou telle qualité d'aliments. Ce sont donc alors les capacités du nourrisson à recevoir cette alimentation. Je commence par les aptitudes psychomotrices et digestives. Donc, on doit prendre en considération le stade de développement psychomoteur du bébé et la qualité de sa maturation digestive. Durant les premiers mois, on doit donner obligatoirement une alimentation liquide puis homogène mixée parce que le bébé n'a qu'un réflexe de succion et parce que la coordination pharyngolaryngée est inadaptée à la déglutition inhomogène et vu aussi l'absence de mastication. Vous voyez, donc on peut pas donner une alimentation mixée dès le début. On doit commencer par une alimentation liquide type lait, soit lait maternel ou lait artificiel. Durant les 3 premiers mois, il y a une fragilité de la barrière digestive anti-infectieuse chez le bébé. Il y a un déficit dans cette sécrétion acide gastrique. Il y a un déficit dans la sécrétion du mucus, des acides biliaires et des IgA sécrétoires. Et pour cette raison, on doit choisir les aliments les mieux digestibles et les moins allergisants afin d'éviter les allergies alimentaires chez le bébé. Durant les 6 premiers mois, il y a une immaturité de la sécrétion des sels biliaires, une immaturité de la sécrétion de la lipase et de l'amylase pancréatique. Pour cette raison, on fait attention aux états de maldigestion. On doit respecter la quantité à donner, surtout des lipides, afin d'éviter la quantité à donner d'amidon selon l'âge. Il faut éviter l'amidon avant l'âge de 3 mois. Il faut éviter l'excès de lipides pour ne pas provoquer des états de maldigestion. Pour cette raison, le lait de vache comme il n'est pas adapté au bébé vu sa richesse en lipides. Donc, ça va provoquer des grands problèmes de digestion chez le nourrisson. Pour les aptitudes métaboliques, le bébé a une immaturité rénale considérable, surtout concernant les échanges électrolytiques. Pour cette raison, on doit éviter l'excès d'apport sodé, surtout pour l'épuration et l'interconversion du riz. Et donc, il faut éviter l'excès d'apport protéique chez le bébé parce que ça risque d'entraîner une acidose métabolique.